Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique, comme je vous l'avais promis, de Black Mass. Ou encore un autre titre, Strictly Criminal, sorti en 2015 de Scott Cooper, avec une brochette d'acteurs, et c'est ce qu'on appelle une brochette. Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch, Kevin Bacon. Il a coûté 53 millions de dollars, il en a rapporté pour l'instant 80 dans le monde, il dure à peu près 2 heures, et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 heures? Eh bien c'est l'histoire de l'expansion de Whitey Bulger, gangster qui va se servir de son ami John Connolly, travaillant au FBI, et de son frère sénateur pour éliminer ses adversaires et se couvrir. Alors je ne serai pas long, je vais faire une critique un peu courte. Les trailers donnaient une bonne image du film, mettaient déjà à fond Johnny Depp en valeur. Si vous avez compris le titre du film, ça m'aiderait, n'hésitez pas à le poster en commentaire parce que ça m'a un petit peu échappé. Je crois que c'est pour cela que le film est aussi connu sous cet autre nom, Strictly Criminal, qui est plutôt évocateur. Tout ce que la personne fait dans le film est strictement criminel, il n'y a pas de relations humaines avec des émotions concernant ce personnage de Bulger. Je crois que ça se prononce Bulger, je suis pas sûr. Tout est pensé pour assouvir son plan machiavélique de domination de Boston. C'est une adaptation d'un livre sorti en 2001, Black Mass, The True Story of an Unholy Alliance Between the FBI and the Irish Mob, un formidable titre anglais, que je prononce parfaitement, n'importe quoi. Non, c'est affreux, mon anglais est affreux. Donc, roman de Dick Lear et de Gerard O'Neill. Enfin, il me semble roman, mais bien sûr, le personnage de Bulger est un personnage réel. C'est un film sur la manipulation. Et pour le degré d'authenticité, au livre et aux faits réels, je ne sais pas. Je ne connais pas. Les gens renseignés, n'hésitez pas à commenter, à dire si le film est plutôt trop romancé ou s'il dépeint bien ce qu'est le personnage et un petit peu comment ça se passait à l'époque vis-à-vis de cette histoire-ci. Le film se concentre pas mal sur la relation entre le gangster et le mec du FBI. La relation nous saute aux yeux et surtout ce que cherche à faire Bulger derrière. Mais ça ne saute pas à ceux de Connolly parce que le gangster est son ami d'enfance. Alors, la bande-annonce nous montre beaucoup de choses, ça semble assez palpitant, mais en fait pas tant que ça. Ça parle beaucoup, ne vous laissez pas avoir par la bande-annonce, il y a très peu de scènes d'action, vraiment très peu. Mais les scènes du film où il y a un peu de violence, elles sont crues. Le film ne se précipite pas forcément dans la violence, vraiment, mais il fait monter plusieurs fois la tension. C'est un film également qui recycle des idées de films de gangsters du passé. Ça vous rappellera sûrement des films comme Les Affranchis, mais en moins fun. Par exemple, il y a la scène avec la mère, qui est aussi une scène qu'on a dans Les Affranchis. Les connaisseurs, à mon avis, ce n'est pas mon cas, mais les connaisseurs de films de gangsters verront plein de références, je pense. Il fait dans le drame. Ici, il passe au film criminel. Un film noir, sur 20 ans de règne de ce truand, avec une musique lancinante. Mais je le considère pas vraiment comme un film de gangster. Un grand film de gangster, déjà, je ne le considère pas comme un futur classique, mais je le vois plus, Black Mass, comme un drame. Je pense que le film se place comme les précédents films du réalisateur. Le Scott Cooper stagne un peu dans son style, dans les histoires qu'il traite. Le film a plus d'ambition que le précédent. C'est sûr, je trouvais qu'il y avait moins d'émotion par rapport au Brasier de la colère. Parce que je suis aussi un grand fan de Christian Bale. Donc moi, je ressentais l'émotion quand il quittait sa femme et qu'il la revoyait après. Moi, il y avait des trucs qui marchaient bien. Mais dans celui-ci, c'est beaucoup plus limité. Toutes les scènes de famille sont déjà plus intéressantes. Elles sont plus intéressantes au niveau de l'émotion. Mais l'émotion ne vient pas comme ça à nous, spectateurs. Il faut quand même être bien rentré dans le film. L'histoire aussi n'est pas forcément la montée et la chute de criminels comme dans Scarface. Ce n'est pas présenté de la même façon. Enfin, c'est montré mais avec moins d'artifice. On travaille les ellipses, puisqu'il y a quand même 20 ans à montrer. Donc on résume en fait, on a l'impression que ça fait un mois, mais en fait c'est 20 ans de meurtre, de vol. On joue sur l'ellipse, donc beaucoup de scènes coupées,
beaucoup de sauts temporels. J'ai trouvé plusieurs fois des rumeurs d'un film qui aurait dû durer 3 heures, avec des scènes coupées au montage, soi-disant. C'est ce que j'avais lu dans les critiques américaines. J'étais un peu surpris que le film avait cette ambition de faire 3 heures. Le film aussi, je disais qu'il n'y avait pas de scène d'action, qu'il n'y avait pas de grosses scènes impressionnantes, eh bien c'est aussi un film qui n'a pas vraiment de climax. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose, mais ça peut donner l'impression que le film ne décolle pas. Et ce n'est pas forcément nécessaire, ce n'est pas une mauvaise chose, ce que je dis là, mais c'est quelque chose qu'il faut vous dire. C'est que le film ne respecte pas vraiment des ordres, des méthodes scénaristiques vraiment conventionnelles. Déjà, ne pas avoir de scène d'action, ça joue énormément. Mais il y a des hauts et des bas émotionnels avec justement des choses qui se passent avec les différents personnages et leur entourage. Le film a coûté 53 millions, c'est cher par rapport à ce que je vous dis. Il n'y a pas vraiment de scène d'action, donc des choses coûteuses, il n'y en a pas vraiment. Mais je pense que le budget consacré au salaire des acteurs y était pour quelque chose, car il y a quand même du beau monde, il y a un casting vraiment de ouf. Ce Scott Cooper fait venir des gens importants pour chacun de ses films. Dans chacun de ses films, il y a des gros castings. Le casting sauve le film presque. Vraiment, on n'est pas loin de cette idée-là, avec en tête Johnny Depp. L'acteur est connu pour des rôles excessifs, mais ici, il est méconnaissable. On est loin des prestations grimaçantes, et bien que Johnny Depp soit le roi de la transformation, il a créé des personnages incroyables comme Willy Wonka, Edward aux mains d'argent, Jack Sparrow. L'acteur ici présente un personnage terrifiant, incroyable. J'ai jamais vu Johnny Depp comme ça. Ah, ça c'est sûr, un jeu beaucoup plus réel et tout simplement un méchant vraiment très cruel, très dangereux. J'ai jamais entendu Johnny Depp dire autant de fois fuck, parce que alors là, shit et fuck, il y en a dans tous les sens dans ce film. Il est vraiment visuellement, avec le travail de maquillage et quand il délivre ses lignes, très violent. Il est calme, on n'a jamais vraiment accès à l'émotion interne du personnage, mais c'est en fait une dynamite ce mec. Des critiques un petit peu négatives ont dit « Pourquoi parler de comeback de Johnny Depp parce qu'il est allé nulle part ?» Donc qui continue encore à faire du surplace. Mais je trouve que ce serait un peu réduire la carrière de Johnny Depp à ses quelques rôles excessifs. Il a régulièrement proposé des rôles un petit peu différents, mais après il faut savoir quand même juger bon dans l'excessif des bons et des mauvais rôles. Par exemple, je trouve que Sweeney Todd, dans la carrière de Johnny Depp chez Burton, est un rôle peut-être excessif, mais c'est un de ses meilleurs rôles et je crois bien, je peux me tromper, qu'il a été nominé aux Oscars, il me semble, je suis pas sûr, pour ce rôle-là. Ne serait-ce que chanter, c'est déjà une performance d'acteur bien plus intéressante que simplement jouer le mec excessif comme Willy Wonka dans la version de Burton, parce qu'il y a eu une version, je crois, dans les années 60, où le Wonka était bien sûr assez différent. Ici, c'est bien barré aussi, mais là, on est dans l'excessif classique de Tim Burton, chose qu'on a retrouvée aussi dans Mordecai, par exemple, tout récemment. Je trouvais ça assez horrible, alors que le mec faisait aussi des rôles. En 2014, il avait fait Transcendance, où il ne joue presque pas, ce qui est très étrange à voir, juste quelqu'un comme ça qui est une ombre en fait. Mais je pense qu'avec ce rôle-là, il s'insère de nouveau dans un cinéma un peu plus vraisemblable. Oui, un petit peu plus proche du réel, et tout en étant une sorte de biopic. C'est un peu délicat de parler de biopic, mais on se rattache quand même à un personnage réel. Et ça, je crois pas que Johnny Depp l'ait vraiment fait avant. Je peux me tromper, hein, je connais pas toute la filmo de Johnny Depp, mais comme ça, il y a peut-être Neverland, il me semble, mais autrement, il n'est pas... C'est sûr que pour du gangster, il n'a pas vraiment joué ces rôles-là. Il a joué dans, si je ne me trompe pas, Donnie Brasco, mais ça commence à dater, ça date de 1997. Et ici, il joue le rôle d'un leader. Et dans pas mal de critiques, j'ai lu que le cinéma fantastique était revenu, c'était surtout les critiques anglaises, hein, pour désigner l'ambiance créée autour de ce personnage principal. Notre héros est presque filmé comme dans un film d'épouvante. Dans le clair-obscur, la texture de la peau est travaillée. Elle est blanche,
Le personnage est parfois montré comme un vampire. Le crâne dégarni du personnage lui donne un aspect démoniaque. Mais au-delà de cette dimension fantastique, c'est aussi un père de famille. Et là, c'est formidable. Toutes les séquences en famille sont réussies. Avec des problèmes, vraiment des problèmes dramatiques. À un moment, il reçoit un coup de téléphone. Et en fait, il est en train de manger avec son frère sénateur et il prend le téléphone et il y a Cumberbatch qui dit « Tu devrais répondre à cet appel ». Et directement après, c'est pour ça que je vous parle d'ellipse dans ce film, hop, on est à l'accueil de l'hôpital et on a Johnny Depp qui arrive comme ça et qui est tout paniqué et qui sait pas quoi faire et tout d'un coup il y a sa femme et d'ailleurs sa femme jouée par Dakota Johnson, donc celle qui a joué dans 50 nuances degrés. Là, elle joue beaucoup mieux. Alors elle est un petit peu jeune par rapport à Depp, mais bon, à la limite on peut l'accepter. Et voilà, et il y a l'enfant qui a eu des problèmes, donc le mec il est tout paniqué. Et donc c'est intéressant aussi de voir l'autre côté du personnage démoniaque, un homme qui essaye d'avoir une vie de famille équilibrée, tout en ayant presque un réflexe de parler comme un gangster à son enfant. Il agit en père de famille un peu comme avec ses gars à l'extérieur. À un moment, il y a une scène d'interrogatoire avec un des gars de gangster et après, la scène plus tard, on a une scène d'interrogatoire au petit déjeuner parce que le gamin, il s'est battu avec un autre enfant à l'école. Et il y a Johnny Depp qui est en train de lui dire « Ouais, il faut pas que tu frappes les autres, il faut juste savoir quand et où tu le fais. » Et la mère, elle est consternée parce que c'est pas du tout les bons messages qu'il faut donner à l'enfant. Et l'autre, il est en train de regarder l'enfant, mais vraiment, vous voyez, comme s'il allait lui faire des misères, comme il trucide les gens qui ne lui plaisent pas en vrai dans son trafic de gangsters. C'est assez amusant cette scène-là, il y a une vraie tension avec l'enfant. Bien sûr, on sait que c'est son enfant, il lui fera pas de mal, mais il y a une tension du rapport de force qui est assez faramineux. À chaque fois que Johnny Depp est dans le plan, c'est un truc de fou. Là, on voit qu'il déploie un charisme, mais un charisme auquel nous ne sommes pas habitués. On est habitué au chapelier toqué de Alice, là. Là, c'est vraiment très différent. Malheureusement, c'est ça aussi le problème quand on a quelqu'un qui est déjà une star et qui, en plus, déploie son charisme à ce point-là, c'est que le reste du casting m'a semblé être délaissé, comme Kevin Bacon, comme Cumberbatch. Depp a une présence écrasante. Ça donne l'impression que les autres acteurs jouent en demi-teinte alors qu'ils jouent très bien. Joel Edgerton force un peu le jeu, je trouve qu'il se la joue. Ça fait sûrement partie du personnage. Il a en plus une sorte d'accent de Boston à ce que j'ai lu. Mais je trouve que des fois, ça prend un peu une gestuelle et des grimaces de Robert De Niro. Et cette perspective m'a un petit peu gêné. Il joue donc Connolly, qui est l'ami d'enfance de Bulger. Il s'aveugle lui-même, le pauvre, et au contact avec le démon, il change aussi. On le voit dans un costume de plus en plus, brillant, de plus en plus propre. Et on a aussi une évolution du personnage, une chute de son statut social auprès du FBI et aussi une chute émotionnelle de son statut de père auprès de la famille. Donc il devient presque un moins que rien. Il s'est fait vampiriser littéralement par notre Johnny Depp. Je parlerai Cumberbatch, je trouve qu'il joue bien, mais après j'ai du mal à cerner un petit peu les rôles qu'il joue et finalement ce qu'il fait de plus qu'un autre. Donc, mais il joue très bien. Il n'y a aucune faute de casting, je trouve, dans ce film. Il y en a jamais eu vraiment aucune avec les films de Scott Cooper, mais il y a pas vraiment de faute. Alors il y a aussi des tout petits rôles comme Juno Temple. Alors dans ce film, elle joue une prostituée qui est très très sexy. Alors je peux pas vraiment vous mettre de photogramme de la femme parce qu'elle apparaît pas vraiment dans les bandes annonces, mais encore une fois, elle est trop mimi. Elle exploite à fond son aspect juvénile jusqu'au bout. Et il n'y a pas de mal à ça, hein. On la verra d'ailleurs aussi dans un prochain Scorsese, une série sur un groupe de musique, je crois. Enfin, vous savez, moi et les séries, c'est pas du tout l'actualité audiovisuelle que je suis le plus. Mais voilà, encore là, elle a vraiment un tout petit rôle. Mais un tout petit rôle, 10 minutes, voire même 5 minutes de film, c'est tout. Mais ces 5 minutes sont très très réussies. C'est un film à atmosphère, avec une voix off. Si on le compare à Scorsese, c'est sûr que le film n'a aucune chance, c'est évident. Le film ne sera pas, à mon avis, un classique. Enfin, je dis ça, je devrais pas. En fait, j'en sais rien. L'avenir nous le dira.
Mais les critiques ont qualifié ce film de pauvre imitation des Affranchis et je trouve que ça dessert le film. Les 2 heures m'ont semblé un petit peu moins divertissantes, c'est sûr, hein. Et l'utilisation du vocabulaire cinématographique est simple. Pas de plan séquence embarqué, pas de mouvement caméra particulier, pas de montage surstylisé. Je crois que Scorsese utilise beaucoup plus d'artifices. Eh bien ici, non. C'est plus limité, ça semble plus vraisemblable. Vraisemblable, pas réaliste, car on sait qu'on est dans une fiction. Cooper a une mise en scène que l'on peut qualifier de modeste. Il n'y a pas d'effet tape à l'œil. Et il y a des gens, des spectateurs qui peuvent aimer ça. Ça n'empêche pas de proposer de beaux plans. Si vous avez vu les films précédents du réalisateur, vous allez aimer celui-ci, je pense. C'est une réalisation qui est un petit peu invisible. Mais le mec fait aussi des choses très habiles. Il y a une scène, voilà, je parlais justement des 5 minutes de Juno Temple. Il y a une scène dans une voiture qui est absolument géniale, où on a Johnny Depp, un mec à côté de lui, sur les sièges de devant, et on a une personne derrière. C'est la prostituée. Quand Wittenberger engueule la prostituée sur le siège arrière, on a dans le rétroviseur à l'intérieur, on a le conducteur anxieux parce qu'il était avec la prostituée quelques jours avant. Dans le rétroviseur, on a le regard du conducteur qui sait pas ce qui va arriver à sa maîtresse, hein. Et c'est très simple comme composition, mais avec ce genre de travail sur la composition du cadre, on a les 3 personnes incluses dans le plan, alors que le plan se concentre d'abord sur Johnny Depp. C'est complètement brillant. Et ça donne une forte tension, parce qu'on voit le Johnny Depp qui est impitoyable quand il parle à sa femme, et on a le conducteur à côté qui le regarde et qui sait pas trop quoi penser, qui ne veut pas le regarder, en plus il n'ose pas croiser le regard de Johnny Depp. C'est vraiment brillant. Ça, c'est vrai que ça donne une impression, une orientation en fait, par rapport aussi à son travail précédent, à ses 3 films de néoclassicisme. Mais vraiment, c'est un peu comme Clint Eastwood en fait. C'est un style qui ne se voit pas. Et c'est en cela que le réal peut être quelqu'un à suivre dans ses prochaines œuvres. Je pourrais aussi vous parler de la musique, mais encore une fois, on pourrait s'abstenir de tubes et de chansons de l'époque à tout va. Une musique complètement invisible, comme la réalisation d'ailleurs. C'est vraiment ça. Une musique invisible et une réalisation invisible, on laisse passer le film comme ça. Le film peut nous échapper, étant donné qu'en tout cas en termes de mise en scène, on n'a rien à quoi se rattacher. L'attraction principale, et je crois qu'on peut s'arrêter avec cette idée-là, c'est Johnny Depp. Je n'ai pas tout dit, je n'ai pas à dire tant de choses que ça sur le film, parce qu'il y a pas tant de choses que ça à se mettre sous la dent, surtout si on n'est pas intéressé par ce genre de film et aussi ce genre de récit qui tire ses inspirations de faits réels. Ce personnage, ce gangster est quelqu'un qui a vraiment existé, mais qui n'est pas vraiment dans notre culture française. Donc c'est difficile après d'être intéressé par ce genre de sujet. C'est tout à fait normal. Mais je crois que je vous le recommande, vraiment, je vous recommande de voir ce film pour Johnny Depp. Parce que ça sent un film pour une nomination aux Oscars pour lui, alors ça c'est sûr. Mais je pense que cette année, ça va être encore une fois assez rude entre DiCaprio avec The Revenant, Depp ou encore Gyllenhaal pour Southpaw, qui était vraiment pas mal, le film sur la boxe. Donc voilà, je vous invite à regarder ce film, je lui mettrai, que c'est comme les précédents, à part Johnny Depp, il n'y a pas grand chose, je lui mettrai un 12,5 sur 20. Franchement, Johnny Depp sauve le film, le casting sauve le film, c'est plutôt ça, voilà. Et bien sûr, les personnages incarnés par les acteurs stimulent certaines scènes qui semblent assez banales. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette petite critique, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos retours concernant le film, si vous l'avez vu, si ça vous intéresse pas, votre rapport à Johnny Depp peut-être, hein, n'hésitez pas. Quant à moi, eh bien, vous aurez dans quelques jours The Green Inferno, avant d'avoir une critique au cœur de l'océan, donc le film de Ron Howard, avec Chris Hemsworth. Et voilà, moi j'avais envie de regarder ce film sur Moby Dick, donc j'ai hâte. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!